Alexandre Nicolas, géobiologue, conférencier, formateur, auteur. Sa conférence, Le héros dans sa dimension, corps, âme et esprit. Cette conférence aborde le principe du héros et de la quête héroïque comme un chemin d'aboutissement spirituel. Un être accompli est un être qui s'est parfait sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est le principe des guerriers des Lumières. Bonjour à tous. Je vais aborder aujourd'hui le sujet du héros et de la quête sous son aspect corps, âme, esprit. Je suis Pierre-Alexandre Nicolas, je suis notamment géobiologue et je m'intéresse à la géobiologie sacrée, c'est-à-dire à l'énergie des lieux sacrés et au symbolisme qu'il va y avoir en lien avec ces lieux sacrés. Et à ce titre, je m'intéresse également à l'ésotérisme et à toutes les voies initiatiques qui sont autour de ces lieux sacrés, que ce soit des temples, des églises, des cathédrales ou d'autres structures qu'on retrouve dans tous les pays. C'est vrai que sous cette approche de la géobiologie sacrée, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une quête spirituelle sous-jacente en lien avec la plupart des temples. Et pour tout vous dire, c'est en étudiant notamment les temples en Grèce que je me suis rendu compte qu'il y avait comme une sorte de quête initiatique sous-jacente qu'on pourrait appeler la quête du héros. C'est à partir de cette première observation que j'ai pu noter que le héros grec avait véritablement un développement sous tous ses plans de l'être. Et c'est un petit peu de cette observation que naît ma première approche en rapport avec la voie héroïque et la quête héroïque. Cette observation, elle remonte à maintenant plus d'une dizaine d'années, et je dois dire que cette quête fait sens en moi, puisque c'est aussi un thème qui me passionne, en lien avec notamment l'alchimie, puisque la quête alchimique est véritablement une voie héroïque, une voie de réalisation de soi. C'est vrai que différentes façons d'aborder le sujet des lieux sacrés, c'est aussi de voir qu'il y a une forme d'alchimie spirituelle qui va être sous-jacente dans ces lieux et qui propose une évolution des personnes pour aller en fait vers cette quête spirituelle, vers un or intérieur, vers une lumière intérieure. Alors j'ai prévu toute une petite présentation donc pour cette conférence, de façon à ce que vous puissiez faire des liens, des connexions, d'autant plus que dans la voie symbolique, dans la voie héroïque, qui est pour moi en lien avec cette voie symbolique, en rapport avec des mythes, des contes et des légendes, eh bien il faut avoir un support visuel, parce que le support visuel nous permet de faire des connexions à l'intérieur de nous-mêmes, de faire des liens, et c'est véritablement cette voie hermétique, cette voie symbolique, cette voie héroïque qui propose une globalité d'union justement entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc je vais vous faire part de ces différentes présentations. Donc j'ai donc tout un programme, un ensemble de diapos que j'ai prévu pour aborder justement cet aspect de cette voie héroïque. J'ai sous-titré d'ailleurs ma conférence, ma présentation, Devenir un héros dans toutes les dimensions de son être, corps, âme et esprit. J'en étais donc à cette première observation où, ayant visité la Grèce en long, en large et en travers, au travers de mes visites, au cours de mes visites, je me suis rendu compte que sur la plupart des grands temples en Grèce, on avait des lieux qui permettaient de développer le corps, l'âme ou l'esprit. Et effectivement, si vous regardez par exemple à Épidore, on va retrouver toujours la présence de stades, de palestres, de gymnases. Le gymnase, en fait, qui est aussi un lieu dans lequel, eh bien, on va aborder les notions de l'éthique qui font un lien avec l'esprit. Mais le stade et le palestre, en fait, ce sont vraiment des salles qui visent à préparer le corps, qui visent à développer le corps. Et au travers de ces observations
toute simple de me dire que sur chaque temple, chaque haut lieu de Grèce en Égypte, on avait à la fois un espace qui allait être dédié au corps, un espace qui allait être dédié à l'âme, avec l'Odéon notamment, qui est le lieu où on va jouer de la musique, où on va interpréter des hymnes, des odes. On va voir également les théâtres qui vont s'exprimer, et les théâtres vont permettre d'incorporer des archétypes, des forces à l'intérieur de soi, de divinités, ou de personnages qui sont en même temps des représentations de ces forces fondamentales qu'on a en nous. Eh bien, donc on a cette évocation de l'âme qu'on retrouve, mais aussi une notion de développement de l'esprit avec le temple en lui-même, qui va permettre de se connecter et de vouer, on va dire, un culte aux dieux, aux divinités, mais en même temps d'aborder des termes qui sont en rapport avec la philosophie. C'est là où le gymnase prend un deuxième sens. C'est là où en fait on va aborder un certain nombre de sujets qui vont être clos au travers d'un certain nombre d'élèves. Eh bien, on a véritablement cette idée du développement du corps, de l'âme et de l'esprit en Grèce. Et je me suis posé la question au cours de mes voyages, au cours de mes visites, si on n'avait pas derrière cela véritablement l'idée de créer un homme parfait sous tous les plans de l'être, un demi-dieu comme on appelle en Grèce. Et ce demi-dieu, c'est véritablement un héros. On peut voir le prototype du héros qui va être au travers justement de ces personnages clés qu'on a dans la Grèce antique. On peut imaginer Ulysse, Ulysse en fait qui va au travers de l'Iliade dans un premier temps participer à la guerre de Troie et qui par ses connaissances et sa sagesse va construire le fameux cheval de Troie qui va permettre de donner fin à la guerre de Troie, puisque cette guerre était incessante. Donc il a trouvé une solution, on va dire, à travers de sa connaissance et de sa sagesse. Et de l'autre côté, en fait, eh bien, au travers de l'Odyssée, de son retour, d'un certain nombre d'épreuves qui lui sont données, qui sont de toute évidence des épreuves symboliques et non pas des épreuves réelles. Ce sont des épreuves qui vont mettre justement à l'épreuve son corps, son âme et son esprit, qui vont jauger si c'est un être parfait, cet être qui, quand il va trouver sa perfection, va pouvoir retourner voir Aïtak, Pénélope, sa femme, et pour pouvoir s'unir à elle. On peut se poser la question s'il n'y a pas une symbolique clé du héros qui est derrière ça, et si cette image d'Ulysse et des voyages d'Ulysse n'est pas une sorte de quête initiatique que l'on retrouve dans le cadre de la Grèce antique. Le but pour chacun qui va se retrouver au travers de ces temples, au travers de ces lieux, de ces espaces, va être de travailler son corps pour arriver à la perfection d'un corps d'un côté, va travailler son âme pour aboutir à la perfection de son âme de l'autre, et va travailler son esprit, sa connexion avec le divin, avec les forces qui le dépassent, pour aboutir justement aussi à une perfection de l'esprit. Donc, véritablement, le modèle grec nous donne la base du modèle du héros que nous devons appliquer dans notre vie. La quête initiatique qui va nous permettre de faire ce lien corps, âme, esprit. Et ça, cette tradition, elle est véritablement universelle. On la retrouve dans tous les temples. On peut retrouver par exemple à Néméa, sur le site antique de Néméa, cette trinité qu'on retrouve également, avec d'un côté le stade, de l'autre côté la maison du savoir, qui était aussi une maison dans laquelle on exprimait des odes, on apprenait des vers et qu'on exprimait librement envers la communauté. Donc c'est le côté artistique qui se développe et le fameux temple de Zeus qui va être en lien véritablement avec cette notion de maîtrise de l'esprit, maîtrise qui va permettre véritablement de se connecter au divin. Donc pour moi, ce modèle grec qui est universel, eh bien, il amène justement à cette idée de l'être suprême. L'être suprême qui va à la fois maîtriser son corps, son âme et son esprit. Cette école des héros grecs
nous renvoie à cette idée que nous pouvons devenir des demi-dieux, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et pour ça, il faut vraiment travailler ces 3 dimensions de l'être. Le corps, c'était autrefois justement au travers du développement physique et on avait notamment les exercices et qui menaient en fait justement aux Jeux olympiques, à l'Olympie. L'âme, donc tout ce qui va être le domaine artistique et le domaine de l'esprit, tout ce qui va être la connexion avec le divin, mais aussi avec les valeurs suprêmes, les valeurs de sagesse, les valeurs de philosophie. Et tout ce qui va être ce développement lié à la philosophie et lié au divin, lié à une forme d'éthique, d'harmonie avec la nature, d'harmonie avec la vie, de répondre à des questions fondamentales et essentielles par rapport à l'homme, c'est véritablement en fait cet aspect de l'esprit qui va être développé. Et on peut se dire que ce modèle du héros est tout à fait applicable aujourd'hui dans notre quête d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes en manque de repères par rapport au développement du corps. Nous sommes dans une société qui a perdu véritablement son lien avec le domaine artistique, avec l'âme. Et nous sommes dans une société qui a perdu également son lien avec la philosophie et avec le domaine de l'esprit. Donc retrouver ces valeurs, on va dire, originelles qu'on avait dans le cadre de la Grèce antique, c'est retrouver d'une certaine manière ce chemin du héros qui est en nous. C'est refaire cette connexion qui va permettre d'accéder à l'être suprême qui va être d'une certaine manière le lien entre tout ça. Et je dois dire en fait que cette approche, elle me parle fondamentalement à différents niveaux. Alors, étant passionné par la quête alchimique, eh bien, je dois dire que la quête alchimique aborde d'une certaine façon voilée cet aspect corps, âme, esprit, puisque dans le cadre de la quête alchimique, l'alchimiste, eh bien, va prendre une matière première qui peut être tout simplement lui-même. Cette matière, en fait, eh bien, il va la séparer dans 3 constituants. Ces 3 constituants, il l'appelle le sel, le soufre et le mercure. Et en fait, le sel, le soufre et le mercure ne sont rien d'autre que l'évocation, la représentation des énergies corporelles d'un côté, des énergies de l'âme concernant le domaine du soufre de l'autre, et les énergies spirituelles qu'il y a dans le mercure philosophique, dans le mercure des alchimistes. Donc d'une certaine manière, si l'alchimiste sépare ces 3 constituants, c'est qu'il va les travailler séparément. Puis dans un deuxième temps, l'alchimiste va développer, travailler, purifier, nettoyer les énergies du sel, les énergies du soufre et les énergies du mercure. Il va essayer de les développer au maximum de leur potentialité. Et ça, en fait, eh bien, c'est ce lien qu'on retrouve avec la tradition grecque, où en fait, dans l'école grecque des héros, dans l'école grecque qui amenait justement à voir ces demi-dieux, eh bien, on travaillait le corps d'un côté, l'âme de l'autre et l'esprit en troisième. Donc, en fait, on a vraiment ce parallèle. Puis l'idée, c'est à un moment donné de réunir tout ça. Et ça, dans le cadre de la quête alchimique, on voit cette idée de réunion, de nouvelle union de ces principes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on associe le corps, l'âme et l'esprit et on fait des liens, des connexions dans tout ça, eh bien, il y a en fait une 4e force symbolique qui apparaît au milieu de tout ça, qui est véritablement le héros, qui est véritablement en fait, eh bien, l'or des sages, l'or des philosophes. En fait, c'est la même évocation, la même représentation. Et en fait, on va véritablement vers un corps de gloire, un corps lumineux, une lumière intérieure à laquelle on peut avoir accès. Et ça nous pose aussi la question, pourquoi en fait au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas accès à notre héros intérieur, à nos forces intérieures? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche de devenir véritablement héros? Et c'est là où en fait, eh bien, on peut se poser la question, quelles sont les voies qui, d'une certaine manière, nous mènent au héros, et qu'est-ce que signifie véritablement le mot héros? Selon certains, le héros
Donc c'est un mot grec qui signifie dans sa profondeur celui qui protège et qui sert. Et pour moi, cette notion de protection et de service, elle renvoie à l'idée du chevalier, au guerrier de lumière, hein. Et en fait, sommes-nous nous-mêmes un chevalier? Que servons-nous? Servons-nous la lumière? En fait, quelles sont les valeurs que l'on intègre dans notre vie? Nous devenons héros véritablement à partir du moment où nous intégrons ces valeurs symboliques en fait de ce chevalier de lumière que nous voulons, auquel nous voulons aspirer. C'est-à-dire, en fait, dans les traditions anciennes, on retrouve cette idée, par exemple, dans la tradition du Graal, et dans les contes du Graal, avec l'idée de défendre la veuve et l'orphelin, d'avoir véritablement des valeurs éthiques et faire respecter ces notions d'éthique et de morale, même s'il faut dans certains cas aller et s'opposer en fait par rapport aux valeurs communes en fait qui sont diffusées dans le monde. Si les valeurs morales et éthiques, en fait, eh bien, sont en opposition avec les valeurs qui sont en œuvre, eh bien, il faut s'opposer à ces valeurs, en fait, du monde traditionnel pour ramener ces valeurs éthiques et morales. Puis, dans un deuxième temps, on retrouve cette idée d'avoir un art noble ou un art de cour, en fait, tel qu'on retrouvait dans la chevalerie d'amour du Moyen Âge, puis en fait une chevalerie du Graal. Et pour moi, c'est véritablement, en fait aussi, eh bien quelque part devenir héros, c'est devenir un chevalier du Graal, un chevalier de la table ronde, dans lequel l'énergie va circuler de façon circulaire et ne va pas être bloquée, ou dans lesquels, en fait, on va retrouver un lien entre le haut et le bas, entre l'intérieur et l'extérieur, où, en fait, eh bien, là, tout se met à circuler, toutes les énergies se mettent à circuler. On peut se poser d'ailleurs la question par rapport à cette idée de chevalier du Graal. En quoi être chevalier du Graal, c'est devenir un héros? Eh bien, si on regarde véritablement cette notion de la table ronde, la quête de la table ronde, et qu'on s'inspire de ces contes, de ces fables, de ces mythes, de ces légendes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toute la trame des héros qui est cachée à l'intérieur de cette quête de la table ronde. Et on voit bien ces trois dimensions, corps, âme, esprit également, qui existent, puisque par exemple, si on prend le roi Arthur, on s'aperçoit que dans un premier temps, une fois qu'il a été décrété roi, qu'il a le titre de roi du royaume, la première chose qu'il fait, eh bien, il met hors du royaume tous les ennemis. Il fait la guerre et en fait, on pourrait parler ici d'une chevalerie martiale. Il fait respecter un certain ordre, donc il lutte contre le désordre, contre le chaos. Hein, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cadre de la tradition grecque. On a le chaos d'un côté et le cosmos de l'autre. On a l'ordre et le désordre. Et le guerrier de lumière, le chevalier du Graal, le héros, doit en fait travailler pour remettre en ordre le monde, remettre en ordre l'énergie cosmique et retrouver en fait ce lien avec le cosmos. Sinon, en fait, eh bien, c'est véritablement ce chaos, cette destruction, en fait, du monde qui se fait avec des énergies qui s'opposent. Et en fait, nous sommes à l'origine dans cette voie héroïque, dans une quête où nous allons contre un chaos, contre un désordre du monde qui peut être aussi notre désordre intérieur où nous essayons d'y mettre de l'ordre. Pour revenir à la quête du Graal et en rapport avec le roi Arthur, le deuxième aspect de sa quête, c'est ce qu'on pourrait appeler la quête de cour ou la quête d'amour. C'est ce qu'on avait la chevalerie d'amour autrefois, qui visait à avoir un chevalier qui n'était pas seulement chevalier martial, mais aussi un chevalier de l'âme, un troubadour, quelqu'un qui cherche à trouver la lumière et à exprimer un art pour pouvoir attirer à lui la belle qui va être séduite. Et donc on va retrouver un peu cette notion de déclamer des poèmes,
de déclamer, de jouer de la musique, d'avoir ce côté artistique qui s'exprime en soi, parce que en fait, eh bien, quand on a cet art noble qui se développe en nous, c'est véritablement une noblesse de cœur qui va se révéler, qui va se dévoiler. Donc, dans un deuxième temps, on pourrait dire que dans le cadre de la chevalerie antique, on avait cette chevalerie du cœur, de cour, de noblesse en fait, qui doit s'exprimer, ce côté artistique en fait qui se révèle à l'intérieur de nous. Puis, une fois que cette chevalerie de cœur, en fait, s'est développée, eh bien, on peut avoir accès à un troisième niveau de la quête spirituelle, qui va être la véritable quête du Graal. C'est la quête de l'esprit, c'est le lien, on va dire, qui va nous permettre de trouver le divin. Hein, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que représente cette quête du Graal dans le cadre de la chevalerie du Graal? C'est d'une certaine manière dans la symbolique du Graal, l'accès en fait au partage avec le festin, avec le divin, c'est-à-dire le partage avec les énergies divines en soi. Les énergies divines s'expriment et là on a véritablement un ordre qui est sur les trois niveaux, un ordre qui va être dans notre domaine martial, dans notre domaine physique, un ordre qui va être dans notre domaine du cœur et un ordre qui va être dans notre domaine de l'esprit, dans le cadre de la philosophie, dans le cadre d'une sagesse qui vient petit à petit s'infuser à l'intérieur de nous. Cette idée de chevalier de lumière, on le retrouve dans d'autres traditions. On le retrouve par exemple chez les Templiers, par la suite, qui n'ont fait que reprendre cet idéal fantastique, merveilleux, qui était en fait à la fois d'avoir un homme qui prie, et en même temps qui travaille dans le domaine de la matière, qui va défendre quelque part son prochain, la veuve, l'orphelin, les pleurer, et qui va travailler véritablement aussi pour construire des lieux qui vont permettre de protéger ce domaine de l'esprit et en même temps ce domaine du corps. Donc on retrouve un peu cette union et ce côté, on va dire, artistique dans le domaine de la construction. Il faut savoir que chez les Templiers, ils ont été à l'origine de tout un mouvement de construction et de constructeurs. Et d'ailleurs, il y a une légende chez les Templiers qui dit qu'ils se seraient échappés pour certains grâce à ce domaine de la construction. Ils se seraient fait passer pour des maîtres d'œuvre et seraient partis dans différents pays. Et c'est comme ça que certains Templiers se seraient échappés. Mais on retrouve aussi cette dimension du chevalier de lumière, du chevalier qui est complet dans sa maîtrise du corps, de l'âme et de l'esprit, par exemple dans les traditions chinoises, avec le moine Shaolin. Le moine Shaolin, en fait, qui va avoir d'un côté un développement martial, mais qui va aussi petit à petit maîtriser d'autres arts. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, et c'est vraiment le côté artistique et le domaine spirituel. Alors c'est vrai que souvent, on a cette association avec la calligraphie, la maîtrise des maîtres chinois, qui est non seulement une maîtrise martiale, une maîtrise de la calligraphie ou de la peinture, une maîtrise, on va dire, de la philosophie, de la sagesse, avec en fait un lien spirituel et qui fait en fait que bien il y a véritablement une connexion avec le divin, une réalisation divine en soi. On le retrouve également sous l'aspect des traditions japonaises avec le samouraï qui suit la voie du Budo. La voie du Budo, en fait, eh bien, qui est justement cette voie de sagesse. Et c'est assez intéressant de lire, par exemple, les textes, notamment on retrouve le Bushido. Le Bushido, en fait, qui nous dit « Je n'ai ni père ni mère, je ferai du ciel et de la terre mon père et ma mère ». Donc on a un peu cette idée symbolique de l'union avec ces forces qui s'expriment à l'intérieur de soi. Et c'est assez intéressant, par exemple, dans le cadre du Bushido et dans le cadre de ces traditions martiales, eh bien, on a cette idée, en fait, qu'il vaut mieux être un guerrier dans un jardin à cultiver des fleurs
plutôt que d'être un jardinier sur un champ de bataille à devoir défendre son pays. Et en fait, ça renvoie à cette idée que même le jardinier doit se préparer, doit préparer en fait son corps au combat, doit affermir son esprit pour pouvoir, on va dire, répondre quand il y a besoin par rapport au monde, par rapport aux détresses qui peuvent se passer. Eh bien, dans ces cas-là, l'homme est prêt et va pouvoir combattre. Et on retrouve cette tradition aussi dans les Amérindiens, dans la tradition amérindienne, où en fait, eh bien, un guerrier accompli, c'est un guerrier qui se prépare un peu tous les jours, mais il ne fait pas la guerre tous les jours, en fait, eh bien, il s'occupe de tout un tas d'autres choses dans le cadre de son développement, et ce qui lui permet aussi d'avoir un lien avec les esprits, avec les forces de la nature, avec les forces de la vie, avec les animaux. La connexion animale en fait est très très importante, mais aussi en fait eh bien de faire un travail journalier régulier, à la fois qui peut être artisanal, et on se retrouve avec des personnes qui ont à la fois une fonction, on va dire, artisane, artisan de la vie, artisan du quotidien, un lien éthique et moral en lien avec les forces de la nature, et en même temps une fonction protectrice au niveau du peuple. Et donc c'est véritablement une trinité en fait de ces capacités qui va être tournée, qui va être harmonisée de telle manière à pouvoir défendre le peuple sur tous les plans de l'être et de l'existence. Donc on voit que cette tradition héroïque, elle est un peu universelle. On la retrouve véritablement partout. Et ça amène peut-être à la question de savoir qu'est-ce que véritablement le corps, l'âme et l'esprit. Moi, je vois au fil du temps, puisque c'est des éléments dont je parle très souvent dans mes cours, dans mes différentes approches, où j'ai souvent des personnes qui me posent la question, mais c'est quoi véritablement la différence entre l'âme et l'esprit? Alors, c'est vrai que pour moi, il y a un livre que j'ai lu bientôt il y a peut-être une trentaine d'années, qui est le livre de Pappus sur le traité d'occultisme. Eh bien, Pappus abordait simplement cette notion du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il disait que le corps, en fait, eh bien, c'est un petit peu comme si on avait un carrosse. Le carrosse va être le véhicule qui permet de faire voyager quelqu'un qui est à l'intérieur de ce carrosse. On va avoir ce qui va permettre le mouvement de son carrosse, ça va être le cheval, mais en même temps, ce cheval, il va être lié à un certain nombre de phénomènes émotionnels. Il y a des choses qui peuvent se présenter sur la route et qui vont l'amener à diverger par rapport à la direction fondamentale que veut nous donner le cocher. Et le cocher, c'est le mental, c'est la notion du conscient. En fait, on veut aller dans une direction. Imaginons, on a notre carrosse, on veut aller par exemple d'un point A à un point B, d'une ville à une autre, et ben, dans ces cas-là, c'est notre cocher qui doit nous y emmener. Et à un moment donné, il se peut que le cheval voit un loup qui va être sur le chemin, il va prendre peur et il va se mettre à courir pour aller dans des directions qui ne sont pas du tout celles que le cocher avait prévues au départ. Eh bien, c'est véritablement le côté émotionnel qui est là. Et le cheval va être lié avec cet aspect émotionnel et ça va être en rapport avec la notion de l'âme. C'est nos peurs, c'est nos émotions, c'est nos envies aussi qu'on peut avoir parfois, puisque pareil, le cheval peut voir par exemple le long de la route un champ de blé qui va lui faire plaisir et va avoir envie de brouter, de manger l'avoine qui va se trouver sur son chemin. Si le mental n'est pas là pour mettre de l'ordre en fait par rapport à ce qui se passe au niveau du cheval, bien sûr, il faut nourrir le cheval. Il faut en fait que ce cheval trouve un équilibre, mais il faut aussi dompter le cheval, c'est-à-dire en fait, il faut le guider pour aller dans la bonne direction et il faut lui apporter les bonnes attentions pour que le cheval puisse donner toutes les capacités de lui-même. Le corps physique, en fait, il est important parce que si on a un carrosse,
Avec une roue qui est cabossée, eh bien dans ces cas-là, le carrosse ne peut pas avancer du mieux possible. Si pareil, on n'huile pas correctement les roues en fait et les essieux, eh bien les roues tournent peut-être difficilement et le cheval aura du mal à faire avancer le carrosse. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments qui sont aussi importants. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que le carrosse, bien sûr, il peut véhiculer des objets, des choses, c'est nos bagages qui sont nos bagages intérieurs, mais il véhicule aussi le petit personnage qui est à l'intérieur du carrosse, qui est l'inconscient, qui est le guide en fait, qui est là, qui est peut-être notre partie spirituelle, notre partie invisible, et c'est ce personnage qui souffle à l'oreille souvent du cocher en lui disant: «Cocher, tu dois aller dans cette direction», parce que peut-être en fait que notre guide intérieur, notre personnage qui est à l'intérieur du carrosse a une carte avec laquelle en fait, eh bien, il essaye de guider le cocher. Donc voilà un peu cette idée en fait du corps, de l'âme et de l'esprit. On pourrait dire que le corps va représenter toutes les énergies physiques et donc tout ce que physiquement on a besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Le cheval va représenter tout ce qui va être l'âme et l'aspect émotionnel et aussi les énergies sous-jacentes qui sont en lien avec ces émotions. Le cocher, en fait, va représenter les énergies mentales et le lien avec le spirituel qui va avoir dans le domaine de l'inconscient. Et l'inconscient, en fait, c'est véritablement ce domaine de l'esprit. On peut voir, en fait, au travers de ces quatre personnages, peut-être un lien intermédiaire, en fait, puisqu'il va y avoir un lien entre le corps et l'âme, un lien entre l'âme et l'esprit. Ici, en fait, entre l'âme et l'esprit, l'âme et le domaine spirituel, on pourrait presque dessiner un cercle qui serait ce cercle du mental, ce cercle intermédiaire avec un mental inférieur et avec un mental supérieur. Le mental supérieur nous donne accès aux valeurs de la philosophie, au domaine de l'esprit, mais permet aussi d'interpréter un certain nombre de choses. Et le domaine de l'âme, en fait, le domaine de l'esprit inférieur ou du mental inférieur, va être plutôt associé, on va dire, à répondre à des problématiques, on va dire, émotionnelles. Et souvent, c'est là où est la problématique du héros. La problématique du héros est dans cette dimension intermédiaire à interpréter d'un côté les messages de l'esprit au-dessus et de l'âme en dessous et à faire ce lien, cette connexion. Donc c'est un élément qui est important et fondamental. Mais cela dit, il faut bien comprendre aussi qu'on a ces trois dimensions de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, et qu'on peut essayer de travailler individuellement sur chacune de ces dimensions pour amener à avoir véritablement un développement optimum dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et quelque part, c'est la quête du chevalier de lumière, c'est la quête du guerrier, c'est la quête du chevalier du Graal, c'est la quête du héros, en fait, en tout cas, d'avoir un développement qui est induit, qu'il va travailler, et c'est vrai qu'il y a souvent une part, on pourrait dire, invisible dans le travail du héros, qui est la répétition journalière d'exercices de maîtrise de soi, de travail sur ce domaine du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc ça ramène aussi à la question: quel est le but du héros ou de l'initiation héroïque? Puisque derrière ça, en fait, si nous devons devenir un héros, c'est qu'il y a un but derrière. Si en fait nous vivons une initiation héroïque, et cette initiation héroïque, elle se fait dans chaque instant de la vie, eh bien, il y a un but derrière. Et ce but, c'est d'accéder à la pleine potentialité de son être. Pour les Grecs, en fait, c'était de devenir un demi-dieu. Et on retrouve comme ça un certain nombre de héros qui sont des demi-dieux. On va retrouver par exemple Ulysse dont on a parlé, mais on peut retrouver Hercule, Héraclès, qui est aussi un demi-dieu.
ou Thésée, qui est également un demi-dieu. Donc on a un certain nombre de demi-dieux, en fait, dont on va retrouver des symboles de la lutte qui nous amènent à voir pratiquement dans chacun de ces demi-dieux des actes surhumains qui sont réalisés. Et tout ça, en fait, nous invite, puisque si on arrive à la pleine potentialité de notre être, eh bien, c'est d'être prêt à chaque instant de notre vie, quand on en a besoin, à réaliser ces actes surhumains. C'est pas tout à fait, en fait, de dire des actes, en fait, qui sont liés au surhomme, et de devenir des Superman, mais en fait, eh bien, de faire des actes qui sont des actes que les hommes feraient quand ils sont en pleine potentialité de leur être. Et en fait, nous avons un un idéal de pleine potentialité de soi, et nous devons aller petit à petit vers cette pleine potentialité de soi. Donc, ça peut être aussi faire des actes qui dépassent les limites de la physique normale ou moyenne. Hein, c'est pas en fait, eh bien, qu'on dépasse toute personne, mais on a la moyenne des personnes en fait qui agissent d'une certaine manière. Et si on est déjà un peu au-dessus de la moyenne, eh bien, on commence en fait à être un peu sur cette quête du héros. Ou ça peut être faire preuve d'une maîtrise de soi en période d'émotions fortes, parce qu'on maîtrise dans ces cas-là son côté émotionnel, où on a une attitude spirituelle inspirante qui permet de faire bouger les choses, de faire évoluer. Et ça, en fait, eh bien, ça nous amène à voir que le héros aussi se réalise dans l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas, on va dire, être dans l'inaction, c'est être dans la préparation, dans un travail quotidien particulier et qui nous amène, en fait, petit à petit, soit une maîtrise physique, soit une maîtrise émotionnelle, soit une maîtrise spirituelle. Mais ça, en fait, après, il faut agir. C'est l'action qui permet la réalisation. La voie du héros est une voie d'action, une voie dans le quotidien. Et ça peut être dans des choses qui sont les plus simples, en fait, dans l'action quotidienne. On agit tous les jours pour faire ce qui doit être fait. Être héros de sa propre vie, en fait, eh bien, c'est vraiment agir tous les jours. Et on est héros déjà à partir du moment où on réalise à faire, si on fait un listing, par exemple, de toutes de ces activités de la journée, et qu'on arrive à faire chacune de ces activités, on est déjà le héros de son jour. Ensuite, si on essaye de s'améliorer sur les différents plans de son être, eh bien, on est un héros de sa propre vie, c'est-à-dire que de semaine en semaine, on essaye de s'améliorer, on essaye d'améliorer certaines de ses capacités, et ça peut être des choses toutes simples, hein. Ça peut être par exemple avoir un projet de s'améliorer dans une langue étrangère. Eh bien, si on s'améliore un peu par rapport à cette langue étrangère et qu'au bout de quelques semaines, on a évolué, on a progressé, on est déjà un héros de sa propre vie, de sa propre quête. Donc on est dans un chemin d'évolution. Le héros ne reste pas dans une stagnation. Il évolue toujours, il avance toujours, peut-être pas sur tous les sujets, pas sur tous les thèmes, mais en fait, en tout cas, il est toujours dans ce processus d'évolution. Libérer les blocages qui empêchent pleinement de se réaliser. Et ça part aussi d'un principe, c'est que en fait, eh bien, au départ, on est peut-être zéro. En fait, on est avec un certain nombre de blocages. On est ici, dans ce monde, dans cette terre, dans cette vie. En fait, on est dans un terreau dans lequel il va falloir semer. Semer pour réaliser des choses. Et en fait, eh bien, peut-être qu'il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Parce que le terreau dans lequel on est, c'est un terreau d'opposition. Déjà, si on est dans ce monde-ci, c'est qu'on a des choses à parfaire. On est dans ce monde où on doit cheminer pour aller vers ce héros. Donc, en fait, eh bien, il va falloir semer, il va falloir libérer des choses, il va falloir réaliser des éléments qui vont permettre de libérer ces blocages. Ça veut dire aussi prendre certaines consciences de ce qui nous limite, de ce qui nous bloque.
Et ça veut dire aussi regarder un certain nombre d'attitudes qu'on peut avoir en soi et qui fait que ces attitudes, elles sont limitantes, elles sont, négatives ou elles ne vont pas vers la pleine potentialité, en fait, vers laquelle on aspire. Ça nous amène aussi à voir comment cultiver des valeurs morales, éthiques, spirituelles, que l'on aimerait voir pour un monde meilleur. C'est-à-dire, en fait, eh bien, il faut prendre un idéal et il faut aspirer à cet idéal. Le héros, c'est quelqu'un qui aspire à quelque chose qui est plus beau. En fait, on essaye de mettre en place des belles choses dans la vie, ne serait-ce que dans sa vie. On aspire en fait à une quête. Celui qui a arrêté de lutter, eh bien, c'est celui en fait qui est un héros perdu. Il est en fait bloqué. Et là, l'énergie ne circule plus. On a des bâtons dans les roues. Et il va falloir casser ces bâtons ou enlever chacun de ces bâtons un à un qui sont ces blocages pour que la roue de la réalisation se remette à tourner, pour que l'énergie se remette à circuler. Et ça veut dire aussi, dans un premier temps, eh bien, il faut voir petit à petit ces blocages, quelles sont ces forces en fait qui nous empêchent d'avancer, les regarder véritablement, descendre dans la grotte, dans la caverne, et accepter de regarder nos ténèbres pour voir en fait en quoi on se bloque par rapport à l'évolution. Et tout ça nous amène à un moment donné à être prêt à mettre sa vie en jeu pour agir positivement au moment où la vie le demande. Si en fait, eh bien, la vie demande un acte héroïque à un moment donné, eh bien, si on est prêt, eh bien, on va être ce héros à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a un peu dans cette histoire, dans cette vision populaire, des gens qui font des actes héroïques, et on se dit, ben voilà, moi, j'aurais peut-être pas pu, pour certaines raisons X ou Y, parce que en fait, on n'était pas prêt à ce moment-là. Et le héros, en fait, eh bien, c'est celui qui s'est préparé, qui va être prêt au moment T, à l'instant T, de telle manière à mettre ses énergies en œuvre et à pouvoir réaliser ses actes héroïques. Ça nous amène aussi à voir qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à notre plein potentiel. Et en fait, il faut voir que au moment où on est, eh bien, on va grandir dans un moule, dans un certain nombre de choses qui nous empêchent, qui nous bloquent, qui vont être limitants par rapport en fait à notre être réalisé. La personne que l'on est, on est généralement dans ce qu'on appelle le moi. Dans le cadre de la psychologie, c'est un terme qui revient souvent. Et la personne, on va dire, avec son plein potentiel, on l'appelle généralement le soi. Et en fait, le soi est à l'intérieur du moi. Il n'y a qu'à nettoyer ce moi pour que le M se transforme en S, en énergie vitale, en force vitale, qui sont libres, qui permettent de circuler. On est en fait, grâce à notre mère, à nos parents, et en fait, on arrive ici sur la Terre au travers d'un certain nombre de filtres. Et ces filtres sont des peurs cultuelles, des peurs en fait, des blocages, des conceptions limitantes qui sont en nous. Ces conceptions limitantes, ces croyances familiales, ces croyances sociales, ces croyances induites ou personnelles qu'on s'est forgées au fil du temps en se disant bah voilà, j'ai essayé ceci et ça ne marche pas. Et donc en fait, je vais pas aller dans cette direction parce que là, c'est bloqué. Eh bien, ce sont des qualités en fait qui sont à développer pour briser ces limitations qui sont en nous et accéder à nos forces intérieures. Il y a un certain nombre de facteurs qui fait qu'on n'a pas accès à ça. Et ça peut être aussi, si on croit dans un cadre de karma, parce que, en fait, quand on arrive ici, on a un programme avec des choses à dépasser, des épreuves à subir pour pouvoir débloquer ces limitations, en fait, qu'on a en nous. On doit débloquer certaines énergies, certaines forces au cours de notre vie et réaliser notre vie
c'est libérer en fait ces forces qui sont bloquées en nous. Et en fait, on a peut-être choisi la famille dans laquelle on est ou la société dans laquelle on est. On a choisi un certain nombre d'éléments, de facteurs. Dans le cadre astrologique, on va choisir sa carte astrologique avec des qualités qui nous représentent, mais aussi des difficultés en fait. Et ces difficultés vont être nos épreuves de la vie. La voie du héros, c'est d'aller vers ces épreuves de la vie, faire face à ces forces-là et libérer ces blocages pour arriver à ce plein potentiel. Le chemin du héros, c'est passer du moi au soi, c'est de briser les différentes croyances auxquelles on est attaché et qui nous empêchent d'avancer, qui nous font dire, par exemple, eh bien voilà, eh bien mes parents m'ont dit que gagner de l'argent c'était difficile, donc on pense en fait qu'il y a vraiment une difficulté derrière ça, et en fait on se fait tout un monde par rapport à certaines choses, et en fait on s'auto-limite, on s'auto-saborde, on est quelque part auto envoûté sous une voûte qu'on a créée soi-même ou que notre société ou que notre famille a créée et qui nous empêche d'avoir un accès à cette totalité de nous-mêmes. Donc se libérer de ces peurs, se confronter à ces peurs, se regarder par rapport à ces blocages et par rapport à ces attitudes est la première étape du héros. On peut voir les choses aussi autrement, c'est-à-dire que le moi, c'est ce qu'il y a autour de nous, c'est être à la périphérie de soi-même, c'est toutes les énergies qui sont inconscientes, qui nous bloquent, qui empêchent cette limite, qui nous limite, qui empêche en fait cet être illimité que nous sommes. En fait, on a une force qui nous retient. Et en fait, eh bien, on va dans une idée de dispersement. On va vers l'extérieur. C'est les gens qui sont hors de soi. Et c'est vrai que par moments, en fait, quand on est en colère, quand on exprime des choses, on a l'impression d'être véritablement hors de soi. Il y a des situations, il y a des attitudes, il y a des événements qui nous amènent en fait à vivre cette dispersion vers l'extérieur. On n'est plus centré. Alors que de l'autre côté, eh bien, si on arrive à se centrer, à rassembler nos énergies, à aller à l'intérieur de soi, à trouver son centre, on est concentré, on est centré, et dans ces cas-là, plus rien ne peut nous toucher. C'est un peu comme, j'allais dire, une tempête, vous avez une tornade, et on dit que dans l'œil du cyclone, au centre en fait de la tempête, il y a un point où en fait, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas de perturbation. Par contre, quand on sort de ce point central, eh bien, on va se retrouver projeté vers l'extérieur. Et là, c'est terrible, c'est destructeur, et on va avoir véritablement un ensemble de nuisances qui sont là. Si les forces sont dispersées, eh bien, dans ces cas-là, nos énergies sont faibles et on n'a pas forcément accès à tout notre potentiel, à toutes les qualités qui sont en nous. Alors que si les forces sont concentrées, eh bien, on a accès à des énergies puissantes et on peut utiliser ces énergies puissantes selon en fait notre potentialité. Il va falloir d'une part concentrer ces énergies, mais aussi libérer toutes les couleurs de notre arc-en-ciel, toutes les potentialités. Et ça m'amène aussi à cette idée que la recherche de l'or des alchimistes, c'est la recherche en fait de ce centre, de cet équilibre entre la périphérie et l'intérieur, qu'on symbolise en fait parfois par un point et par un cercle. Et la symbolique de l'or des alchimistes, c'est un point au centre d'un cercle. Ça renvoie peut-être à une idée aussi de respiration, de circulation et d'échange. Soit, en fait, eh bien, on expire les choses et on est dans une énergie yang, masculine, cette énergie qui va vers l'extérieur
Et souvent, en fait, eh bien, on a les gens, quand la situation est difficile, ils se mettent à souffler. En fait, eh bien, ils cherchent à évacuer une énergie qui est en eux, qui est mauvaise. Et de l'autre côté, en fait, eh bien, quand on inspire, eh bien, on est dans une énergie féminine, yin, on va vers l'intérieur, on a dans la concentration. Quand un bébé, par exemple, se produit, eh bien, on a la réunion des énergies yin et yang, et le bébé va rester dans le ventre, il va être concentré au cœur du ventre de la maman pendant un certain temps. Donc, on est dans une concentration d'énergie. On peut appeler ces deux énergies, l'énergie masculine, yang, en fait, on peut l'associer à l'eau. D'ailleurs, on voit, c'est une forme d'eau d'une certaine manière. Et de l'autre côté, en fait, eh bien, on a l'énergie féminine yin qui serait l'air. D'ailleurs, dans la symbolique des alchimistes, on a l'eau et l'air. L'eau de l'air, c'est la quintessence de l'air, c'est l'énergie qu'il y a dans l'air. C'est ce qu'on appelle aussi la rosée, ros, la force vitale qui circule à l'intérieur de la nature au travers de l'eau et de l'air. Si on inverse d'ailleurs cette eau et air, on a le héros. Le héros est là, c'est celui qui arrive à trouver cette inversion, à faire circuler cette énergie dans l'air et dans l'eau, à l'intérieur de lui, où ces énergies circulent librement. Le héros et l'or des alchimistes, c'est la même chose. L'or, en fait, représente la conscience. C'est le voyage du héros. Si aller vers la périphérie, c'est véritablement, on va dire, travailler sur l'inconscient ou avoir ces forces inconscientes qui s'expriment. Si aller au centre de soi-même, c'est devenir conscient du un en nous, c'est l'inconscient, eh bien, la conscience, faire passer l'inconscient vers le conscient, c'est le voyage du héros. C'est la barque, en fait, qui va permettre de comprendre les forces qui sont inconscientes, d'apprendre à les apprivoiser, de les ramener à la conscience et d'apprendre à les maîtriser. Donc, on est véritablement dans une quête de la maîtrise de soi. Cette quête symbolique, on peut la retrouver aussi dans l'alchimie taoïste chinoise. On retrouve par exemple cette idée avec le travail dans cette alchimie taoïste des trois tantien, les trois chants du cinabre, qu'on retrouve aussi dans le domaine de l'alchimie chinoise. Il faut savoir que le tantien inférieur représente les énergies du corps, les forces archaïques, les forces instinctuelles. Ce sont ces forces archaïques et instinctuelles qui sont en nous, qu'il va falloir libérer, parce que en fait, elles sont également bloquées pour un certain nombre de raisons. Puis on a dans un deuxième temps le travail avec le tantien médian. Le tantien médian qui représente les forces de l'âme, les énergies de l'âme, les forces émotionnelles. Et ces forces émotionnelles, elles s'expriment toujours sous forme de symboles, sous forme d'éléments qui vont apparaître. Ça peut être des rêves, ça peut être en fait des forces, et on voit qu'elles sont à un niveau différent. Si on a au départ des forces archaïques qui pourraient être, on va dire, des pulsions de vie qui sont en nous, les forces de l'âme vont être plutôt des forces émotionnelles qu'on peut associer à des symboles, à des énergies, on va dire, qui sont au-delà de la volonté, qui sont, on va dire, peut-être, pourquoi pas, des symboles artistiques ou des expressions artistiques qu'on a envie de développer en nous. Et tout en haut, les énergies de l'esprit qui sont en rapport avec le tantien supérieur, qui représentent nos forces psychiques, mais aussi nos liens avec les archétypes universels, avec les énergies vitales universelles, avec les concepts les plus élevés qui soient dans le monde. Et d'une certaine manière, eh bien, au travers de notre tantième supérieure, nous sommes en connexion avec ces forces archétypales, avec ces énergies qui s'expriment dans la vie. On pourrait dire avec le monde des dieux. Avec les énergies du corps, nous sommes en connexion
avec, on va dire, quelque chose que notre corps est capable de ressentir, de percevoir, puisque, en fait, au travers du corps passe l'expression des 5 sens, et les 5 sens, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, en fait, nous amènent à avoir un 6e sens, qui serait un sens de ces énergies, de ces émotions qui sont liées à l'âme. Donc la quintessence, en fait, nous amène à une 6e essence, qui est en fait à un degré plus élevé l'expression de ces forces de l'âme qui sont en nous, qui ne sont en fait qu'une perception de ces énergies supérieures, divines et spirituelles qui doivent descendre à l'intérieur de nous. Donc si on veut communiquer quelque part avec ces forces archétypales, et si on veut faire un lien avec ces forces instinctuelles, eh bien la voie du héros passe nécessairement par une voie symbolique, par une compréhension symbolique, par un acte symbolique. En fait, les actes qui sont faits dans cette dimension du héros sont plus des actes, on va dire, symboliques que des actes physiques ou réels. Ils n'ont pas d'essence réelle, ils n'ont pas d'importance en fait sur un point de vue matériel, ils ont plus en fait une importance sur, sur une dimension, on va dire, spirituelle ou sur une dimension autre. Hein. Donc il ne faut pas interpréter les actes du héros ou les épreuves du héros ou la quête du héros toujours comme un élément matériel, comme on interpréterait une histoire physique. En fait, c'est des éléments qui vont nous parler à d'autres parts de notre dimension, qui parlent à notre dimension de l'âme et qui permettent de faire ce lien entre le haut et le bas. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et ça renvoie en fait à cette symbolique qui est cachée, à l'étude symbolique qui est cachée ou à l'étude des contes, des traditions, des légendes. On peut voir par exemple dans le cadre de la quête du Graal, si vous regardez l'image d'en haut avec l'image de la table ronde, cette table ronde, elle fait penser à ce symbole de l'or des alchimistes. On a le Graal qui est au centre, qui rayonne, et autour, on a les chevaliers. En fait, on a les chevaliers qui peuvent représenter les différentes forces qui sont en nous, et chaque chevalier, chaque quête de chevalier représente l'accès à une énergie qui est à l'intérieur de nous. Et la totalité devient le Graal, le centre en fait, cette énergie centrale où on a accès, qui est en même temps le spirituel, et qui permet en fait d'avoir une circulation entre le haut et le bas, entre l'extérieur et l'intérieur. On est dans cette respiration spirituelle et globale du héros. C'est l'or que l'alchimiste fabrique. Et du coup, il faut regarder les différents contes et légendes sous cet aspect de la symbolique. Par exemple, si on prend Yvain et le chevalier au lion, ce chevalier, en fait, qui était tombé amoureux de l'Odine et qui a laissé quelque part l'Odine pour ses quêtes, à un moment donné, eh bien, il va voir un lion qui combat un dragon ou un serpent. Et en fait, eh bien, il va aider ce lion et il va tuer le serpent ou le dragon. Et à la fin de la quête, eh bien, le lion va l'aider à reconquérir l'Odine. En fait, on voit peut-être derrière ça une symbolique, une force, un courage qui est associé au lion. Donc, il faut voir l'interprétation de chacune des légendes du Graal comme un accès à certaines forces. Un autre exemple, Gauvin et le chevalier vert. Si on prend la légende du chevalier vert, en fait, c'est un chevalier qui était arrivé à la cour du roi Arthur et qui propose à chacun une épreuve. Et en fait, il y a seul Gauvin qui va accepter cette épreuve. L'épreuve est la suivante. Normalement, chaque chevalier qui doit tenter cette épreuve doit essayer de couper la tête du chevalier vert, prendre une hache et lui couper la tête. Et si la personne réussit ou ne réussit pas, en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau de l'histoire, le chevalier ne l'explique pas vraiment. Le chevalier dit qu'il reviendra 1 an plus tard et qu'il fera la même chose et que le chevalier, dans ces cas-là, aura une récompense. Alors Gauvin, en fait, eh bien, qui va
vouloir se soumettre à l'épreuve va se dire mais je vais taper un grand coup dans la tête du chevalier vert et je vais lui couper la tête. Comme ça, il reviendra pas. Et le chevalier, en fait, eh bien, va couper la tête de ce chevalier vert. Sauf que le chevalier ramasse sa tête, la remet en place et part avec. Donc, en fait, le chevalier n'est pas mort. On peut se poser la question, quelle est la symbolique derrière ça? Et au bout d'une année de quête et d'épreuves, Gauvin va se présenter devant le chevalier vert, et le chevalier vert, en fait, eh bien, va faire comme s'il lui coupait la tête. Et au dernier moment, il s'arrête, en fait, la lame sur la gorge de Gauvin, et il va le laisser libre. En fait, on est ici comme une sorte d'épreuve initiatique et spirituelle. On est en fait aussi dans la symbolique de laisser sa tête de côté, c'est-à-dire qu'il faut quitter le mental et réfléchir autrement, sous un autre mode de réflexion, pour pouvoir avoir accès à ses forces et à ses légendes, et pour mettre en œuvre cette quête alchimique à l'intérieur de nous. Ça ramène aussi à la question de comment les symboles parlent à notre âme. En fait, vous le savez tous, nous avons deux cerveaux. Un cerveau gauche qui est plutôt le cerveau rationnel. Le cerveau gauche dirige la partie droite du corps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la plupart des personnes qui sont plutôt droitiers, parce que, en fait, eh bien, on a une prépondérance du cerveau gauche, c'est-à-dire de la rationalité, de la compréhension, du matériel. Nous, dans notre société, on a développé surtout des gens qui ont besoin de ces compétences matérielles pour gérer. En fait, on est dans une société peut-être matérialiste, mais ce n'est pas mal en tant que tel. Nous avons besoin de ce côté matériel et matérialiste pour gérer un certain nombre de choses. Donc, en fait, le cerveau gauche va gérer tout ce qui est en lien avec la structure, l'organisation, le calcul, la logique, les choses qui se suivent, A, B, C, D, en fait, un ordre défini, une compréhension, on va dire, qui va avoir une certaine logique. Ça ne veut pas dire que le cerveau droit, en fait, va être un cerveau qui est plutôt illogique. Il fonctionne sous un autre modèle, on va dire plutôt un aspect analogique. C'est-à-dire, en fait, quand on raconte une histoire, par exemple, eh bien, c'est les analogies de cette histoire qui viennent toucher la personne. On a un cerveau qui est plutôt émotionnel, sensoriel, intuitif, créatif, artistique. On a un cerveau, on va dire symbolique en fait, qui est véritablement en lien avec d'autres dimensions qui sont donc complémentaires, totalement complémentaires par rapport à ceux du cerveau gauche. La grande difficulté est de faire véhiculer les informations du cerveau droit au cerveau gauche. Comment un symbole va-t-on l'exprimer en fait sous le côté rationnel? Il faut qu'il y ait un mélange, un échange qui se fasse. Cet échange, en fait, se fait au travers des mythes, des légendes, des contes, les symboles, les rites, les traditions initiatiques qu'on retrouve, les rites initiatiques, les rites symboliques, les rites énergétiques, qui viennent toucher à d'autres dimensions de notre être, sont véritablement des voies du héros, les voies en fait dans lesquelles le héros va pouvoir se retrouver, va trouver des éléments qui vont l'accompagner dans le cadre de sa quête. Donc c'est très important en fait, bien de pouvoir verbaliser ce côté émotionnel. Quand on arrive en fait à mettre du rationnel dans l'émotionnel ou de mettre de l'émotionnel dans le rationnel, de mettre du sensoriel dans le matériel et vice-versa, ou de l'intuition dans la structure ou dans l'organisation, eh bien, en fait, on est dans un cadre de mélange. Et c'est là où, en fait, la dimension du mythe, du héros, de la légende s'exprime. Puisque la personne retrouve une plénitude, elle peut faire appel à l'intuitif, elle peut faire appel au matériel, et à partir de là, elle retrouve une sorte de plénitude de son être, un fonctionnement normal et équilibré, un échange optimal
entre le cerveau droit et le cerveau gauche, entre ces deux parties de son être. Ça renvoie aussi à l'idée, en fait, de ces forces archaïques que l'on a en nous. Et à mon sens, ayant étudié pendant de nombreuses années les traditions initiatiques d'une part, mais aussi ayant essayé de faire des liens, par exemple avec le Feng Shui, avec les traditions du Feng Shui, avec les traditions de l'astrologie, avec un ensemble de choses, on pourrait, on va dire qu'on a 8 forces fondamentales, 8 forces archaïques dont on a besoin et qui sont à l'intérieur de nous. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on n'a pas toujours accès à ces forces. Il y a des forces, en fait, qui sont là, qui sont en nous, mais ces forces, en fait, eh bien, parfois, on n'y a pas accès, donc ce qui nous empêche de vivre pleinement ou qui nous bloque par rapport à une situation, puisqu'on n'a pas la bonne énergie qui est présente en nous. Et parfois, en fait, on va avoir des forces d'opposition qui viennent se faire. Et ces forces d'opposition, elles viennent empêcher la force qui se retrouve de l'autre côté. Par exemple, c'est logique, on va dire dans l'expression, la tristesse est opposée à la joie. Et en fait, la tristesse est souvent associée à des forces de destruction. C'est-à-dire que quand on a des liens qui ont été coupés, une personne qui vient de décéder, et en fait, eh bien, on ne va plus la voir. Ben, on a cette énergie de tristesse qui s'exprime parce que on a quitté un lien avec quelqu'un. Et en fait, on n'a pas en nous cette force de couper le lien. Ce lien, en fait, eh bien, qui vient se dire que ben, ce lien, certes, il est coupé, il est plus là, cette connexion qu'on a avec cette personne. Et ben, si par contre on a cette énergie de couper ce lien en nous par rapport à cette personne, peut-être qu'on retrouvera une liberté de voir en fait que cette personne ou cette énergie qui représente cette personne est toujours là, qu'on garde en fait les forces positives, qu'on garde le côté positif, mais qu'on met de côté en fait ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque, parce que dans ce cadre-là, la tristesse, si elle dure trop longtemps, elle va nous empêcher d'aller vers l'énergie de la joie, vers le développement, la confiance, le développement de ce qu'on a. Et c'est vrai qu'on a comme ça, par exemple, des forces qui viennent s'opposer, les forces de conservation et les forces de transformation. Et c'est vrai que ben on essaye de conserver un état, et quand on n'arrive pas à conserver cet état qu'on veut garder, eh bien là on arrive à la colère. Et pareil, les peurs de transformation, quand on a du mal, on va dire, à se transformer, à passer d'une étape à une autre, eh bien, on a souvent un blocage qui vient avec la peur. Alors, je vais nommer ces 8 forces qui sont pour moi à l'intérieur de chacun. Ça mériterait, on va dire, pratiquement un développement et tout un cours autour de cette approche. C'est vrai que dans ma vision des choses, j'ai abordé donc avec les huiles essentielles des approches de ces 8 forces fondamentales, mais je ne développerai pas dans cette conférence. Donc on a les forces d'attirance ou d'attraction qui sont associées à la confiance et à l'exploration. C'est en fait, eh bien, par exemple, l'envie d'aller quelque part ou de devenir quelqu'un. En fait, eh bien, on a une force qui nous attire et c'est l'énergie de la base de la vie. Ensuite, on va avoir des forces d'anticipation qui nous permettent de prévoir ce qui va se faire. Et c'est aussi lié au développement, à la progression logique d'un développement. C'est-à-dire, en fait, qu'on voit les choses par étapes et ce qui nous permet de préparer l'étape suivante. Les forces de conservation qui vont permettre aussi de conserver un état, une vitalité qui nous protège également d'une certaine manière. Parce que si en fait, eh bien, on n'a pas ces forces de conservation en nous, cet instinct de conservation, eh bien, dans ces cas-là, on n'est pas capable de lutter contre les forces qui nous agressent. On a des forces de maintien d'équilibre qu'on pourrait associer à la joie, au plaisir, en fait. On cherche à aller vers des énergies qui sont plaisantes. Mais si on n'allait que vers des énergies plaisantes, dans ces cas-là, parfois on ne ferait pas d'efforts. Parce que le fait de faire des efforts, en fait, nous amène souvent dans la difficulté.
Donc en fait, eh bien, ces forces de maintien d'équilibre, elles sont bien, mais en fait, eh bien, elles sont aussi parfois limitantes si on n'a que ces forces de maintien d'équilibre, ces forces de joie qui sont en nous. On peut parler aussi de force de protection en rapport avec le dégoût, l'opposition par rapport à certaines choses. Hein, si on a des valeurs en fait qui sont positives, eh bien les valeurs inverses peuvent nous dégoûter en fait, et c'est ça qui va nous amener à aller dans cette opposition. Et d'ailleurs, on voit les forces d'attirance sont d'un côté et les forces de dégoût, d'opposition, de protection, on va dire, sont de l'autre côté. On a des forces de résistance, hein, ces forces de résistance qu'on peut associer à la surprise, et on voit en fait, eh bien, c'est l'opposé de l'anticipation. Hein, et par moment, en fait, eh bien, il faut un petit peu de ces énergies de surprise, mais aussi de résistance, qui nous permettent justement d'aller au-delà de la joie, d'aller au-delà, on va dire, de ces difficultés. Parce que quelqu'un, par exemple, s'il veut progresser, et si eh bien, il fait du sport, et que, par exemple, quand il court, dès qu'il sent une certaine fatigue ou une certaine difficulté, ben, s'il s'arrête à ce moment-là, il ne progressera pas. On comprend aujourd'hui que c'est en allant un petit peu au-delà de son potentiel que la résistance du corps augmente. Donc en fait, eh bien, il faut fatiguer quelque chose, amener en fait un peu de douleur, à la résistance à la douleur va permettre le développement du corps dans certaines dimensions. Et on a ces forces de transformation dont j'ai déjà parlé, et les forces de destruction également. Donc pour moi, ce sont des forces qui sont fondamentales, des forces archaïques qui sont en nous, et la quête du héros vise à libérer ces différentes forces, ces différentes énergies, qu'on pourrait voir à trois niveaux également, en lien avec des forces vitales matérielles, en lien avec des forces émotionnelles, et en lien avec des forces spirituelles ou archétypales. Mais c'est vrai que développer cette partie m'amènerait peut-être un peu au-delà de ce que je voudrais aborder dans cette conférence. Pour finir, la voie du héros, c'est quelque part, on va dire, faire face à sa part d'ombre. C'est le point de départ de la voie héroïque, c'est quelque part se regarder dans le miroir, regarder derrière soi, regarder ses parts négatives, parce que si on ne regarde pas ces parts négatives, dans ces cas-là, on voit que les choses qui sont positives. On a notre lumière qui est devant nous et on a notre ombre qui est derrière nous. Et en fait, eh bien, il faut se retourner, il faut regarder cette ombre, ou alors il faut prendre un miroir et se regarder dans le miroir. Car si on se regarde dans le miroir, eh bien, ça nous permet de voir ce qu'il y a derrière nous. Et en fait, si on a l'impression qu'on est beau, qu'on a des vertus, des qualités, que tout est léger, positif, et que voilà, on agit bien, on pense bien, on paraît bien, en fait, eh bien, on se cache. On porte des masques d'une certaine façon. Donc le héros, c'est celui qui commence à enlever ses masques, à regarder des choses en fait qui sont derrière lui, dans son côté sombre, dans son côté ombre, eh bien, qui va commencer à regarder et trouver des défauts et qu'il va voir en fait des possibilités d'améliorer son être. J'ai dit, la quête en fait passe par une idée d'amélioration de soi, d'aller vers le plein potentiel de soi. Si on se croit déjà au maximum de son potentiel, ben dans ces cas-là, il n'y a pas de quête du héros. Le héros, en fait, reste là où il est, il bouge pas. En fait, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Alors que si on commence à voir qu'il y a des parties de soi qu'on peut améliorer, de se dire en fait, eh bien tiens, là, par exemple, par moment, j'ai mal réagi. Certes, j'ai mal réagi, mais comment la prochaine fois je pourrais mieux réagir? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon contrôle émotionnel? Et est-ce que je peux
par des exercices, par une pratique, par quelque chose, améliorer cette partie de moi-même. Là, je rentre dans le chemin du héros. Je rentre en fait dans la quête, dans la voie héroïque qui vise à améliorer les points corps, âme, esprit de l'être. Hein, mais ça commence toujours par faire face à cette part d'ombre, à cette part, on va dire, négative. C'est vrai que très souvent, en fait, eh bien, si on veut être sur cette voie héroïque, il va falloir voir les parties que l'on peut améliorer, sur lesquelles on va pouvoir travailler, et il va falloir peut-être mettre en place une méthode, une approche de développement de soi par rapport au plan du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc voilà un peu tous les thèmes que j'avais décidé d'aborder dans cette présentation, dans cette conférence. Peut-être pour finir, en fait, eh bien, cette petite image. Pour moi, la voix du héros, c'est toujours le héros, c'est un personnage qui est souvent brisé. Mais là où il est brisé, c'est là où en fait il va exprimer par la suite sa lumière. Hein, la lumière rentre à l'intérieur de quelque chose, met l'accent sur les ombres à partir du moment en fait où il y a cette brisure. En fait, la brisure permet de laisser passer la lumière. Donc en fait, eh bien, si vous êtes dans une voie de rédemption de votre être, que vous avez vécu ou subi des choses difficiles et que vous voulez en fait aller vers une métanoïa, vers une transformation de votre état de conscience pour aller vers la lumière, bien commencez par ces parts difficiles que vous avez vécues. Essayez de les transmuter, de les transformer, de voir en fait comment, eh bien, ça vous parle sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit, et d'amener à y mettre de la lumière et à y mettre un développement. Et là, vous rentrez véritablement dans votre voie héroïque, de telle manière à pouvoir en fait, eh bien, être un, parfait, d'être parfaitement un. Et donc, on passe de l'imparfait au un qui est parfait. Voilà, donc j'espère que cette conférence vous aura plu. C'est vrai que c'est véritablement cette idée de la voie héroïque sous le plan corps, âme, esprit que j'ai essayé de partager avec vous et de vous transmettre. Et donc, ben, je laisse la place aux prochaines conférences dans le cadre de ce sommet de la conscience sur la voie du héros. Merci et bonne fin de journée à tous.